Voilà pour cette enquête passionnante, inquiétante sur les dangers de l'aluminium, un film dans lequel on vous retrouve beaucoup. Christopher Exleb, bonjour. Alors. Merci de nous recevoir. Je rappelle bien sûr que vous êtes un des grands spécialistes de l'aluminium, toxicologue, et on a eu envie de venir vous rencontrer ici, chez vous, là où vous travaillez, dans ce gigantesque campus universitaire de Kiel, près de Manchester, en Angleterre. Alors, première question, on a vu ensemble ce film et on se dit qu'on est sans doute au bord d'une catastrophe sanitaire considérable avec l'aluminium. Est-ce que c'est une catastrophe comparable peut-être à ce qu'on a connu en France et en Allemagne avec l'amiante ? Il y a effectivement des ressemblances avec l'amiante. L'une d'entre elles, c'est que dans le cas de l'amiante, on avait affaire à quelque chose qui se passait un petit peu à l'arrière-plan et qui tout d'un coup est venu au premier plan. Et lorsqu'on a compris de quoi il s'agissait, lorsqu'on a vu les liens entre l'amiante et la maladie, on a réagi. Avec l'aluminium, il se passe effectivement quelque chose à l'arrière-plan. Alors, est-ce que ce quelque chose agit sur telle ou telle maladie? On sait bien entendu le lien qu'il y a avec la maladie d'Alzheimer, par exemple, ou plus récemment on a découvert des liens avec le cancer du sein. Il y aura peut-être d'autres maladies, moins bien connues. Mais ce qui est plus important, c'est que l'aluminium se trouve encore à l'arrière-plan et il se peut qu'il agisse de manière qu'on n'a pas encore tout à fait bien comprise ou même constatée dans bien des cas. Donc, il y a des différences. Il ne faut pas faire de sensationnalisme et de dire qu'il y a un scandale par rapport à telle ou telle maladie. Il y a certes un scandale. Le scandale, c'est que nous ne sommes pas encore en mesure de faire le travail de recherche pour savoir si oui ou non il faut s'attendre à quelque chose, maintenant ou plus tard, par rapport à l'aluminium et la santé humaine. Alors, il y a quelques jours, s'est tenu le 10e grand congrès international sur l'aluminium. Qu'est-ce qu'il en est sorti de ce congrès? Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, on peut dire que vous avez des certitudes sur ces liens évoqués dans le film entre l'aluminium, le cancer du sein et la maladie d'Alzheimer? Effectivement, la 10e conférence de Kiel sur l'aluminium vient de s'achever avec des participants qui venaient de 25 pays. Et ces chercheurs ont fait connaître le résultat de leurs recherches, pas encore publié pour la plupart. Pour ce qui est de la santé publique, ce qui est assez intéressant cette fois-ci, c'est que pour ce qui concerne le rapport entre l'aluminium et le cancer du sein, et là on en est encore au tout début de la recherche pour savoir si oui ou non il y a un lien. Mais là, à la réunion de Kiel, nous avons compilé toute la recherche qui se fait dans le domaine. Donc il y a 4 ou 5 grands groupes qui travaillent sur la question. Et ce qui était tout à fait intéressant pour moi qui travaille dans le domaine, c'est d'écouter et de confronter ces points de vue. Je crois que pour la première fois, j'ai pu apprécier ce qui se passait et voir qu'effectivement, il y a peut-être un lien entre l'aluminium et le cancer du sein. Pas simplement un lien indirect, mais peut-être un mécanisme par lequel l'aluminium intervient. Alors justement, c'est l'une de mes questions. Première question, est-ce qu'elle est importante aujourd'hui, cette communauté scientifique internationale qui travaille sur l'aluminium? Et surtout, est-ce qu'elle a assez de moyens, puisque vous dites que vous n'en êtes qu'au tout début? Parlons de moyens. Il y a une chose dont nous ne manquons pas, c'est les hypothèses, c'est les idées qu'il faut mettre à l'épreuve. Nous avons toutes sortes d'explications possibles que l'on veut apporter au laboratoire. Ce qui nous manque cruellement, effectivement, c'est le financement. Et la famille de l'aluminium, j'appelle ça une famille parce que nous ne sommes pas très nombreux dans le monde. Il y a peut-être 400, 500 groupes dans le monde entier qui étudiaient l'aluminium et qui sont venus à la réunion de Kiel. Ce que nous faisons donc dans notre famille, c'est de rassembler des petites études, un grand nombre de petites études à partir desquelles on peut avoir les premières indications pour savoir quelles sont les incidences de l'aluminium, par exemple, sur la santé humaine. Par contre, ce que nous ne pouvons pas faire, c'est des grandes études sur le long terme. Et ça, cela nous permettrait d'avoir de manière plus certaine les réponses pour savoir si l'aluminium, effectivement, joue un rôle direct dans une maladie. Alors parlons clair, vous dites que vous manquez de moyens. Pourquoi vous manquez de moyens? Parce qu'on est en crise et qu'aujourd'hui on donne peu d'argent pour la recherche en général? Ou peut-être parce qu'on vous empêche d'aller un peu trop loin sur cette piste de l'aluminium présent dans notre quotidien? C'est vrai, on ne peut pas faire de recherche sur les liens entre l'aluminium et la santé humaine ici au Royaume-Uni, mais c'est vrai également en Europe et aux États-Unis. Ceci est lié au fait que la recherche s'est trouvée empêchée d'avancer.
Essentiellement de manière indirecte, mais surtout en raison de l'immense arsenal de propagande de l'industrie de l'aluminium. Ils sont extraordinairement efficaces pour nous faire croire à tout un chacun qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de questions à poser, qu'il n'y a pas de recherche à financer sur la question, que le dossier est clos, alors que la réalité est à l'inverse. Alors, vous n'avez peut-être pas encore tous les substituts pour remplacer l'aluminium dans notre quotidien, mais pour préparer cette émission, vous m'avez expliqué qu'il y a quand même des moyens d'enlever l'aluminium de notre organisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors effectivement, là, c'est un grand programme de recherche dont nous avons fait un peu notre spécialité. Nous avons constaté une relation tout à fait intéressante entre les objets, les êtres vivants, la chimie, le silicium et l'aluminium. Ce que nous avons constaté dans notre travail de recherche, qui a d'ailleurs été illustré dans le film sur les poissons, c'est que le silicium protège contre la toxicité de l'aluminium. Ce que nous avons constaté depuis, c'est que si l'on boit de l'eau minérale enrichie en silicium, en fait, n'importe quelle eau minérale avec une forte teneur en silicium, plus que 30 mg par litre, eh bien, on produit l'aluminium dans ses urines, donc on élimine par la voie urinaire l'aluminium. Donc nous sommes tout à fait certains que l'une des façons de nous protéger contre l'aluminium dans l'environnement quotidien, ce que tout le monde peut faire de manière non invasive, c'est de boire de l'eau minérale à forte teneur en silicium. C'est tout simple et c'est très efficace. En regardant le film, on se dit déjà que l'aluminium est partout dans les produits pharmaceutiques, dans les produits cosmétiques. Mais il y a des choses que le film ne dit pas et que vous nous avez expliquées pour préparer cet entretien. L'aluminium, aujourd'hui, il est aussi présent dans le thé, par exemple, dans les cigarettes et même dans certains laits de substitution pour bébés. C'est ça, les recherches en cours, les derniers produits comme ça, vous avez identifié des traces d'aluminium? Alors effectivement, le thé, c'est un exemple classique. On sait que les plantes de thé absorbent de fortes quantités d'aluminium par les racines. Et lorsque l'on se fait une tasse de thé, en particulier du thé noir, il est impossible de ne pas boire de l'aluminium. Alors il y a 20 à 25 ans, on nous disait que lorsque l'on buvait du thé, eh bien l'aluminium traversait le corps et disparaissait dans les selles. Donc pas de danger. Or, ce que nous avons constaté dans notre étude, qui n'a pas encore été publiée, c'est que, et là on s'intéressait à des sujets sains, des étudiants ici à Kiel, une quarantaine d'étudiants. Eh bien, chez ces étudiants qui buvaient beaucoup de thé, on a retrouvé de fortes quantités d'aluminium éliminées dans les urines, ce qui veut dire que l'aluminium entre dans le système, passe par les reins et est éliminé donc par les urines. Mais alors, raisonnons sur un cas concret, si vous le voulez bien. Prenons l'exemple de ces déodorants dont il est dit dans le film, qui sont sans doute responsables, parce qu'ils contiennent de l'aluminium, de cette augmentation de tumeurs du sein, et des tumeurs très spécifiques, qui sont placées dans un endroit où on n'en trouvait pas avant. Est-ce que les femmes savent suffisamment ce genre de choses? Et il faudra combien encore de morts par cancer du sein pour qu'enfin on enlève l'aluminium des déodorants ou qu'on retire ces déodorants de la vente? Voyez-vous, le problème qui se pose ici ne se pose pas au niveau du public, mais au niveau des personnes qui sont censées représenter le public. Alors, par exemple, nous ne serions jamais en mesure d'obtenir des subventions de la part des grandes associations caritatives de lutte contre le cancer pour faire un travail de recherche sur la question. Pourquoi? Eh bien, si vous allez sur leur site Internet, vous ne trouverez aucune information concernant le lien entre l'aluminium et le cancer du sein. Il en va de même des autres maladies, la maladie d'Alzheimer par exemple. Or, notre recherche montre justement ces liens et des façons de se protéger contre ces substances. Lorsqu'on leur demande leur avis à ces fondations, ces associations, eh bien, elles disent non, ça n'est pas très intéressant. Donc, ces personnes qui sont censées protéger le public, informer le public, les personnes qui pourraient être concernées, eh bien, ces organismes ne prennent pas nos questions au sérieux. On ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas leur motivation. Mais tant qu'on n'aura pas ce soutien de la part de ces associations, eh bien, on n'avancera pas. Le public se tourne vers ces associations pour être conseillé. Et le public se dit que ces associations vont s'intéresser à toutes les causes des maladies, pas seulement telle ou telle cause. Or, ça n'est pas le cas. Et donc, le problème qui se pose, ce n'est pas un manque d'information. Le problème, c'est que les personnes qui sont en position de prendre des décisions ne s'intéressent pas à ces questions
Ils prennent un point de vue, disons, historique par rapport à la question et éliminent la réalité. Ils ne sont pas informés alors qu'ils sont censés donner des conseils informés, éclairés. Et c'est ça le problème. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour informer ces gens-là. Il ne s'agit pas de faire de sensationnalisme, dire simplement des informations brutes basées sur la science. Pour conclure, Christopher Exley, on a bien compris quand on vous écoute qu'on vit à l'heure, à l'âge, dans l'ère de l'aluminium et que ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Mais est-ce que vous, quand vous rêvez, vous vous dites que peut-être quand même, je ne sais pas, dans un demi-siècle, un siècle, on va en sortir définitivement parce qu'on sera devenu conscient, éveillé sur les dangers de l'aluminium dans notre quotidien? Vous savez, l'aluminium est le métal le plus abondant dans l'écorce terrestre. Or, la Terre s'accommode très bien, en tout cas théoriquement, de la présence de l'aluminium, même si nous savons que l'aluminium, dans bien des cas, est très toxique. Alors, l'explication de ce paradoxe est la suivante. L'aluminium présent dans l'écorce terrestre est parfaitement inoffensif, puisqu'il est présent sous une forme de silicate. Mais lorsqu'il sort de cette forme minérale et qu'il se transforme en sel d'aluminium, à présent que nous entrons donc dans l'âge de l'aluminium, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'il y a un nouveau cycle qui intervient, le cycle biotique biologique qui est contaminé par cet aluminium. Et lorsque l'aluminium est pris dans ce cycle vivant, il ne peut plus s'échapper, il ne peut pas retourner dans la roche. Alors ce qui se passe chaque année, c'est qu'on accumule de plus en plus d'aluminium dans ce fameux cycle vivant, des choses vivantes, de la plus petite bactérie jusqu'à l'être humain. Donc nous accumulons les niveaux d'aluminium auxquels nous sommes exposés, et ce, de plus en plus chaque année. Alors, au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer? Et là, sur la base de tout ce que nous savons sur l'évolution, pour tous les éléments sur Terre, la façon dont ils ont évolué, eh bien la vie devra s'adapter, continuer à s'adapter en présence de tout cet aluminium. Le résultat de tout cela pourra être, dans un premier temps, négatif parce que l'aluminium n'est pas bénéfique, au contraire, il est toxique. Mais au bout du compte, et là, ce n'est pas dans 50 ans, c'est dans des centaines d'années. Au bout du compte, donc, eh bien, il y aura une biochimie qui pourra bénéficier de cet aluminium. Mais il ne bénéficiera pas à la vie humaine. Nous serons peut-être tous morts d'ici là. Autrement dit, la forme humaine qui s'adaptera à l'aluminium ne sera pas l'être humain. Donc, la question est intéressante, mais je ne serai probablement pas là pour entendre la réponse. Donc, soit on mourra de l'aluminium, soit on apprendra à vivre avec l'aluminium. Merci infiniment, Christopher Exley, de nous avoir reçus ici sur ce campus. Travaillez bien, cherchez bien. À bientôt. Merci.